Eu estou muito feliz que a gente possa receber o Dr. Charles Melman. Eu disse a ele que ele não está vendo a live, que tem sempre um monte de coraçõezinhos, o que é muito importante como resposta, não é? Ele está na frente de um computador. Eu lembrava com ele que há um pouco mais de 5 anos atrás, ele chamou o meu marido e eu, o Samael, para uma reunião um mês antes dos atentados de Charlie Hebdo, dizendo, olha, está muito grave o problema da radicalização de certos jovens em nome do Islã e do ódio que isso está suscitando contra o Islã, nós temos que fazer alguma coisa, vamos organizar alguma coisa. E eu propus a ele que fizéssemos com os muçulmanos, ele disse que era isso mesmo, e isso foi dar, em fevereiro de 2018, um congresso sobre a radicalização com os sufis no Marrocos, com o patrocínio do rei, senão não era possível, porque era muito perigoso, tinha o exército nos protegendo, mas a gente conseguiu pensar com os nossos colegas muçulmanos como nós podíamos enfrentar esse problema da radicalização. Então, quando tem situações dramáticas, eu sempre encontro ele e eu conto com ele. Por isso que hoje eu estou muito feliz de recebê-lo, para a gente poder tentar pensar o que está nos acontecendo a nós, não é? Alors, je vais dire en français, puisque nous avons des collègues par YouTube qui peuvent nous écouter en français. Je disais qu'il y a juste un mois avant les attentats de Charlie Hebdo, Charles Melman m'avait appelé, moi et Oussama, mon mari, en disant « Il y a une radicalisation très dangereuse d'une partie de gamins, de jeunes, qui, au nom de l'islam, vont faire beaucoup d'attentats, ça n'a pas loupé, ça a commencé un mois après. Il faut qu'on pense ensemble, qu'on réagisse. » Et j'ai dit, Monsieur Melman, ce serait important qu'on le fasse avec les musulmans, pas avec des Arabes, avec des musulmans. Il a dit, mais c'est tout à fait ça. Et nous sommes rentrés en contact avec nos amis soufis de Fès. Ça aboutit au congrès de février 2018 à Fès sur la radicalisation des jeunes, avec le haut patronage du roi du Maroc. Ça n'aurait pas été possible autrement, c'était trop dangereux. Et ça a abouti au fait qu'on a pu penser ensemble et produire des choses ensemble. C'est pour ça que je disais aux Brésiliens que quand il y a des situations dramatiques, j'ai toujours rencontré Melman qui a répondu présent et j'essaye de baisser le son de mon truc là parce que sinon ça n'ira pas du tout. Et je suis très heureuse donc que devant tout ce qui se passe, surtout au Brésil, plus qu'en France, et qui nous attend, qu'il puisse nous donner des idées de ce qu'un psychanalyste peut penser de la situation actuelle. Monsieur Melman, vous avez la parole. Alors, je dois vous dire d'abord que, en écoutant Marie-Christine, j'adore entendre la langue portugaise, la langue brésilienne, parce qu'elle est d'une musicalité exceptionnelle. Eu queria primeiro dizer a vocês que, ouvindo a Cristine, eu dizia que eu adoro ouvir a língua brasileira por causa da excepcional musicalidade dela. Et me donne l'impression de me promener, moi qui suis à Paris, dans une magnifique forêt exotique peuplée d'oiseaux de couleurs magnifiques. E eu tenho a impressão, estando aqui em Paris, de estar passeando numa floresta linda, cheia de pássaros coloridos, de cores magníficas. Ceci étant, je ne sais évidemment pas très bien à qui je m'adresse aujourd'hui. Isso dito, eu não estou sabendo exatamente com quem eu estou conversando hoje. Alors, vous avez Aurélio, sa femme, une collègue psychanalyste de Buenos Aires, Ilka. Voilà, je vous dis quelques-uns qui ont voulu vous dire qu'ils sont là. Eh bien, je les remercie d'être là, mais je suppose que ce qui nous réunit, c'est le souci de savoir si la perception que nous avons du psychisme humain. O que nos reúne é a preocupação de saber se a percepção que nós temos do psiquismo humano
nous permet de mieux comprendre et d'agir sur les phénomènes politiques contemporains nos permite entender melhor e agir sobre os fenômenos políticos contemporâneos, qui sont aussi catastrophiques que ceux qui, en 1925, faisaient Freud écrire La psychologie des masses. que são tão catastróficos quanto os que levaram Freud, em 1925, a escrever Psicologia das Massas. Alors, ceci étant, rentrons dans le sujet Então, vamos entrar no assunto et demandons-nous l'identité, à quoi tient-elle? e vamos nos perguntar a identidade, do que ela depende. La réponse est évidemment aussi facile qu'évidente. A resposta, evidentemente, é tão fácil quanto evidente. L'identité de chacun d'entre nous tient à son nom propre. A identidade de cada de nós tem a ver, se suporta no nome, no sobrenome. Le nom de sa famille en tant qu'il l'inscrit dans une lignée, É o nome da família que o inscreve numa linhagem. et que cette lignée elle-même l'inscrit dans un groupe linguistique E essa linhagem o inscreve num grupo linguístico, qu'il soit constitué en nation ou pas. que esse grupo linguístico esteja constituído em nação ou não. Par exemple, si je m'appelle Poirier, je suis vraisemblablement d'appartenance au groupe linguistique français. Por exemplo, se eu chamo Poirier, eu com certeza pertenço ao grupo linguístico francês. Si je m'appelle Pereira, il est vraisemblable que j'appartiens au groupe linguistique portugais. Se eu chamar Pereira, que é a tradução de Poirier, quer dizer que eu pertenço ao grupo linguístico português. Et c'est à ce niveau-là que commencent les difficultés. E é nesse nível que as dificuldades começam. Pour faire un tout petit peu de théorie, Para fazer um pouquinho só de teoria. nous savons avec Lacan que le nom, le signifiant, Nós sabemos com Lacan que o nome, que o sobrenome, que o significante représente un sujet pour un autre signifiant. representa sujeito para outro significante. C'est une formulation d'une audace considérable, É uma formulação de uma audácia considerável, puisque on a toujours rapproché le nom de la chose. porque a gente sempre ligou o nome com a coisa. Et voilà que Lacan nous dit que le signifiant, le nom, représente un sujet, non pas pour une autre personne, mais pour un autre signifiant. Un E sujet. isso, o Lacan vem nos dizer que significante representa sujeito não para uma outra pessoa, mas para outro significante. O que é isso? Est-ce que c'est le sujet qui nous confère notre identité? Será que é o sujeito que nos confere a nossa identidade? C'est une identité secrète, celle d'un désir qui est insu de nous-mêmes. É uma identidade secreta, esta de desejo que é insabido de nós mesmos, que nós mesmos não sabemos. Mais si le nom propre est un signifiant, s'il est un nom, Mas se o sobrenome é significante, se ele é verdadeiro sobrenome, et si c'est lui qui me donne mon identité, e se é ele que me dá a minha identidade, je dirais que celle-ci le transforme, le signifiant, en un signe. eu diria que nesse caso isso transforma o significante num sinal. Monsieur Mellemont, je vais juste vous permettre une remarque. Au Brésil,
Les gens savent même pas le nom de famille des autres. C'est que les prénoms qui marchent. C'est un truc très bizarre. Eu dizia para o meu irmão, o nosso problema é com os sobrenomes, que muitas vezes a gente não sabe o sobrenome, usa só o nome. Voilà. C'est un peu, je vous réponds tout de suite, c'est un peu comme aux États-Unis, parce que justement les noms propres séparent les gens au lieu de les rassembler, comme aux États-Unis. É um pouco como nos Estados Unidos, porque o sobrenome, ele separa as pessoas, ele não as reúne. Et donc, on préfère s'appeler par, se faire reconnaître par un prénom qui justement dispense de cette appartenance à une lignée spécifique de l'identité. Então, a gente prefere ser reconhecido pelo nome, porque isso nos dispensa da pertença a uma linhagem específica. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que le nom propre, lorsqu'il est propre, le nom transforme le signifiant en un signe. Então, o que eu estava dizendo é que o sobrenome próprio, quando ele é próprio, ele transforma o significante num sinal, num signo. C'est-à-dire qu'en donnant mon identité, Isso quer dizer que ao dar a minha identidade, il me transforme comme une chose pour quelqu'un. ele me transforma numa coisa para alguém. L'identité me transforme en une chose. A identidade me transforma numa coisa. Une chose au service et condamnée à l'obéissance à l'endroit de l'ancêtre de ma lignée. Uma coisa que eu vou estar a serviço do antepassado da minha linhagem. Vous êtes d'accord, vous, Marie-Christine, avec ça? Oui, mais ce qui me frappe au Brésil, c'est combien, même pour une supervision en psychanalyse, on est obligé de dire, mais quel est le nom de famille du patient dont vous parlez? Parce que ça ne vient pas. O meu irmão me perguntava se eu estava de acordo, eu dizia quanto nos é difícil, até em supervisão, às vezes a gente diz, mas como é o sobrenome da pessoa? Porque não é a primeira coisa que nos ocorre, não é? C'est la question que je vais évoquer très très vite à propos du Brésil, parce que si ce nom propre m'inscrit dans un groupe linguistique portugais. Então é isso que eu vou evocar a respeito do Brasil, porque se esse sobrenome me inscreve num grupo linguístico português, et que je suis brésilien, ça pose effectivement la question de mon rapport, de mon identité avec ce nom propre. Então, se tem a ver com um nome português, eu sou brasileiro, isso me põe em questão a minha relação com o meu sobrenome. Voyons, alors, où est-ce que j'en suis? Oui, je voulais quand même d'emblée faire remarquer ceci qui, je crois, n'est pas toujours souligné, c'est que l'identité, elle fait de vous non pas un sujet, c'est-à-dire quelqu'un qui est amené à réfléchir, mais une chose chargée d'obéir. Então, a identidade não faz da gente um sujeito encarregado de refletir, mas de uma coisa que tem como encarregada de obedecer. Et d'obéir à l'ancêtre de la lignée. Obedecer ao antepassado da linhagem. Y compris d'ailleurs aux parents et aux grands-parents. Aliás, inclusive aos pais e aos avós. Et de me mettre à leur service comme si j'étais immédiatement non plus un vivant, mais mort. E me pôr a serviço deles de imediato, como se eu não fosse uma pessoa viva, mas um morto. Vous savez qu'il y a une réflexion philosophique, en particulier à partir de Heidegger,
qui dit, Vocês sabem que tem uma reflexão filosófica, em particular a partir do Heidegger, qui dit que si nous avons un être, c'est un être pour la mort. que se nós temos um ser, é um ser para a morte. Et en ce qui me concerne, je suis enclin à voir à expliquer cette situation comme liée justement à la question du nom propre, de l'identité que confère le nom propre. E quanto a mim, eu tenho tendência a ver isso ligado à questão do sobrenome, do nome próprio, como ligado a essa identidade do sobrenome. Si ce que je raconte est vrai, ne nous étonnons pas que finalement Heidegger, qui a développé cette philosophie de l'être pour la mort, E se o que eu estou dizendo é verdade, não é surpreendente que o Heidegger, que desenvolveu essa filosofia do ser para a morte, ait pu révéler ses sympathies pour le nazisme. tenha podido revelar suas simpatias pelo nazismo. Il y a deux questions que je voudrais aborder avec vous à propos de l'identité. E há duas questões que eu queria abordar com vocês a respeito da identidade. Puisque, comme vous l'avez évoqué à propos de l'usage du prénom, Já que o que você lembrava quanto ao uso do nome, il y a évidemment un problème majeur d'identité au Brésil. há, claro, um problema maior de identidade no Brasil. D'abord parce que dans la langue portugaise qui sert de base, Primeiro, porque na língua portuguesa, que serve de base, il y a de nombreux mots d'origine étrangère, há muitas palavras que têm uma origem estrangeira, comme me l'a confirmé encore ce matin Angela Gesuino, que j'interrogeais à ce sujet. e como a Ângela Gesuino ainda me confirmou hoje de manhã, quando eu conversava com ela sobre isso. Il y a évidemment des mots d'origine indigène, Guarani. Há palavras de origem indígena, Guarani, Il y a des mots d'origine africaine. há palavras de origem africana, Il y a des mots d'origine arabe. 2000, há palavras de origem árabe, eu acrescentei 2000, Et il y a même des mots d'origine hébreu à cause des maranes. e até palavras de origem hebraica por causa dos maranos. Et comme nous le savons, ces mots d'origine si lointaine E como nós sabemos, essas palavras de origem tão longínqua identifient des lieux, puisque ce sont des toponymes, identificam lugares, já que são topônimos, identifient des plantes. identificam plantas. Il semble que pour désigner le sexe au Brésil, ce soit un mot d'origine africaine, E parece que para Bunda, identificar... qui soit d'usage. Lequel? Est-ce que je prononce bien? Comment vous dites sexe en brésilien? Vous? Ben, je ne sais pas du monsieur Vous ou le de la dites pas? dame. Hein? Vous ne le prononcez jamais. Si vous arrivez de le prononcer, qu'est-ce que j'ai noté? Bunda? Ah oui, non, ça c'est les fesses. Oui, bah, comment vous voulez faire autrement? Voilà, alors que Que des bunda, étiquettes il sont faisait métaphoriques. remarquer que c'est un mot d'origem... Oh, gente, a bunda, o meu irmão fazia notar que é uma palavra de origem africana, mas ele achava que era o sexo, eu disse que é o bumbum, né? Comment des participations linguistiques aussi diverses Como que participações linguísticas tão diversas manifestent également dans le rythme et le ton de la langue, que se manifestam também no ritmo e no tom da língua, peuvent-elles néanmoins aboutir à une unité identitaire? podem, no entanto,
chegar a uma unidade identitária. Ça vous intéresse ce que je raconte, Marie-Christine? Isso está interessando o que eu estou contando? Gente, ele está perguntando se interessa o que ele está contando. Vocês podem responder que eu digo para ele com os dedinhos e os corações se ele acha que está interessando. Pour l'instant, j'ai pas trop de réactions sur le public. Mais est-ce que ça vous semble accessoire ou ça vous paraît... Ele me pergunta se eu acho que isso é acessório ou me parece importante. Ah, là, j'ai plein de cœurs qui arrivent. Plein de cœurs, Monsieur Melman. Merci. Des cœurs qui montent ou qui descendent? Ils montent tous. Bom. Então, eu falei para ele que eu estou vendo aqui no Instagram os corações subindo. Que ele queria saber se ele está falando de coisa que não tem pé e cabeça ou se fazia sentido. Aí, il y en a plein, Monsieur Melman. Bon. Des petits cœurs. Alors, le mien va monter aussi, alors. Então, ele disse que o coração dele também vai subir. Pronto. Donc, la question que j'évoquais, c'est-à-dire celle de ce qui fait unité pour ce peuple. Então, a questão que eu evocava, esta do que faz unidade para este povo, est rendue encore plus compliquée par le fait que l'origine se torna ainda mais complicada por causa da origem desse povo. Est toujours une origine mythique. C'est toujours un mythe. A origem é sempre uma origem mítica, é sempre um mito. L'origine de la Grèce est évidemment mythique. A origem da Grécia é evidentemente mítica. Bon, les ancêtres que Rome s'est accordés sont évidemment de purs mythes. Os antepassados que Roma se inventou, se criou, são, claro, puros mitos. L'origine de la France est elle-même, je ne vais pas insister là-dessus, mais elle est parfaitement mythique. A origem da França, eu não vou insistir sobre isso, mas ela é puramente mítica. É isso que faz a unidade da França. Or, pour le Brésil, cette origine, elle est historique, factuelle et présente. Para o Brasil, essa origem ela ainda é histórica, é um fato e ela é presente. C'est évidemment le colonisateur portugais. É um fato, é o colonizador português. Comment donc fonctionner, trouver son unité? Comment arriver à trouver son unité? Como então encontrar sua unidade? Alors que tous ceux qui seront délégués à la fonction de diriger le pays, quando todos aqueles que forem delegados à função de dirigir o país vont avoir tendance à se mettre à la place et selon le modèle de ce qu'ont été des maîtres étrangers, vai tender a se pôr no modelo daquilo que foram os mestres estrangeiros. Et traiter leur propre peuple comme étranger. E tratar o próprio povo do seu país como estrangeiro. Est-ce que c'est clair ce que je raconte ou pas du tout? Isso aí está claro, gente, ou nada? Qu'est-ce que vous me diriez, vous, Marie-Christine, ce que je raconte, se comprend ou pas? C'est pas des choses dont on a l'habitude de parler au Brésil, je pense. Je suis sûr. Eu disse a ele que ele me perguntou se estava claro. Eu disse, olha, não são coisas que a gente tem o hábito de dizer no Brasil. Mais j'ai beaucoup de doigts comme ça qui se lèvent. Mais on n'en parle pas non plus en Algérie. Na Argélia também não se fala disso. Et regardez comment un gouvernement nationaliste se comporte à l'égard de ses propres sujets.
E olhem na Argélia como um governo nacionalista se comporta em direção dos próprios sujeitos, dos próprios argelinos. Il continue de traiter son peuple comme si c'était un peuple d'étrangers. Ele continua a tratar o seu próprio povo como se o seu povo fosse um povo de estrangeiros. D'après ce que l'on m'a dit, Alors, quelque chose qui vient beaucoup, c'est on parle du racisme au Brésil comme une des difficultés. C'est ce qui arrive sur l'écran beaucoup. Hein? Oui, bien sûr. Então, o que me disseram, allez-y. On parle du racisme parce que malheureusement, ça fait partie de la culture constitutive du pays lui-même. O racismo, infelizmente, faz parte da cultura constitutiva do próprio país. Comme si, lorsque l'on était en position de maître, on ne pouvait considérer autrui que comme un étranger et appartenant à une race différente. Quando a gente está na posição de mestre, como se a gente só pudesse considerar o outro como estrangeiro e como pertencente a uma raça diferente. Alors, pour ne pas être trop long et trop compliqué, então, para não ficar muito complicado nem muito comprido, je voudrais faire remarquer un point qui me paraît essentiel. Eu queria fazer notar um ponto que me parece essencial, que eu vou. Et que je développerai ensuite à propos de l'identité non plus nationale, mais féminine. E que eu vou desenvolver não mais a partir da questão da identidade nacional, mas da identidade feminina. C'est que qu'est-ce qui, dans un pays, est le gardien et celui qui est attaché à son identité? Est-ce que ce sont les maîtres ou est-ce que c'est le peuple? Quem num país é guardião, está preocupado com a identidade, é o mestre ou é o povo? Je crois qu'il est facile de faire remarquer que le maître privilégie avant tout une identité de classe. O mestre privilegia, antes de tudo, uma identidade de classe. C'est-à-dire qu'il estime, il fonctionne comme s'il n'y a aucun problème identitaire entre lui et les maîtres économiques, financiers, technologiques des autres pays. Ele funciona como se entre ele e os mestres da tecnologia, da economia, da finança, dos outros países, todo mundo tivesse o mesmo pensamento. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que le maître qui est supposé représenter, être délégué par l'ancêtre de référence, porque o mestre, aquele que é suposto ter sido delegado pelo antepassado de referência, n'a pas un intérêt spécialement attaché à la culture de l'identité. Ele não tem nenhum interesse ligado à cultura da identidade. Il est fondamentalement cosmopolite. Ele é fundamentalmente cosmopolita. Il a toujours délocalisé avant même que les délocalisations soient effectives. Ele sempre deslocalizou antes mesmo das deslocalizações serem efetivas. Par exemple, aujourd'hui, M. Zuckerberg, qui est le patron de Facebook. Por exemplo, hoje o Zuckerberg, que é o patrão da Facebook. Est-ce qu'il est américain ou est-ce qu'il est chinois? Ele é americano ou chinês? Dans la mesure où il est capable de gagner plus d'argent grâce à la Chine et à son 1,3 milliard 300 millions d'habitants
qu'avec les 300 millions d'Américains, E na medida em que ele for capaz de ganhar mais dinheiro na China, porque tem 1 milhar, 1 trilhão, 300 milhões de habitantes, enquanto nos Estados Unidos só tem 300 milhões, il est tout à fait opposé aux mesures que peut prendre le gouvernement américain ele se opõe absolutamente às medidas que o governo americano pode tomar, opposé au commerce avec la Chine. que quando ele se opõe ao comércio com a China. Donc la question de l'identité de M. Zuckerberg peut réellement se poser. Então, a questão da identidade do Sr. Zuckerberg pode muito bem ser colocada. Est-ce qu'il est américain encore ou est-ce qu'il est chinois? Ele é americano ainda ou ele é chinês? Et tous ceux qui s'y intéressent savent que justement les grands groupes technologiques américains E todos os que se interessam por isso sabem muito bem que os grandes grupos tecnológicos americanos peuvent sembler plus défendus dans leur commerce avec leur pays par la Chine, plus défendus par le commerce avec la Chine par le gouvernement chinois, parecem mais defendidos no seu comércio pelo governo chinês, no seu comércio com a China, que par le commerce avec leur propre pays. do que pelo comércio com o país deles. Même si ce commerce peut mettre en danger leur propre pays. Mesmo se esse comércio pode pôr em perigo o país deles. Le premier paradoxe donc à souligner, c'est que les défenseurs de l'identité nationale Então, o primeiro paradoxo a salientar é que aqueles que defendem a identidade nacional ne sont pas aujourd'hui les maîtres de l'économie, não são hoje os mestres os donos da economia, mais ceux qui n'ont pas de difficulté à voir disparaître leur identité nationale. mas aqueles que não têm dificuldade nenhuma em ver desaparecer a identidade nacional deles, Au risque évidemment de la soumettre à une puissance étrangère. com o perigo de submetê-la a uma potência estrangeira. Alors, est-ce que c'est le peuple qui est le gardien de l'identité nationale? Então, será que é o povo que é o guardião da identidade nacional? Il n'y a là-dessus, paradoxalement, aucun doute. Paradoxalmente, quanto a isso, não há dúvida. Évidemment, le communisme, le marxisme et le communisme ont conceptualisé une solidarité entre classes ouvrières. Claro, o marxismo e o comunismo tinham teorizado uma solidariedade entre as classes operárias. Mais si l'on fait attention à l'histoire, Mas se a gente prestar atenção na história, on voit bien que ce sont les classes populaires a gente vê que são as classes populares qui désirent un maître tout-puissant, que elas desejam um mestre poderoso, que tem todo o poder, plutôt de type dictatorial, mais para tipo ditatorial, et puis qui, du même coup, leur donnerait une assurance, donnerait à chacun une satisfaction narcissique comblée, e que daria para cada uma satisfação narcísica plena, et pourrait assurer une égalité parfaite entre les citoyens. e poderia assegurar uma igualdade perfeita entre os cidadãos. Il se trouve, comme vous le savez, que c'est aujourd'hui ce que l'on appelle le populisme. Isso é o que a gente chama hoje o populismo. C'est-à-dire l'appel à une autorité nationale assez forte
pour assurer aux citoyens un narcissisme réparé. Então, é a chamada para uma unidade nacional, um personagem nacional forte que vai consertar o narcisismo. Et l'égalité entre ses membres. E vai garantir a igualdade entre os membros. Et comme d'habitude, Como de hábito, ce sont évidemment les maîtres traditionnels qui se servent de cette aspiration populaire. Então, são, como de hábito, os mestres tradicionais que se servem dessa aspiração popular pour renforcer leur pouvoir personnel, para reforçar o poder pessoal deles, tout en flattant le narcissisme du peuple, ao mesmo tempo que eles acariciam o narcisismo do povo. et également l'égalité enfin réussie entre les citoyens, E, igualmente, a igualdade, enfim, conseguida entre os cidadãos, grâce, entre autres, à l'exploitation du racisme, graças, entre outras coisas, com a utilização do racismo. c'est-à-dire l'expulsion de tous ceux qui sont différents. Ou seja, a expulsão de todos aqueles que são diferentes. Il y a un problème. Ça, il y a beaucoup de cœur là, Monsieur Melman. Oh ben, je suis ravi, ça me soutient, ça me fait du bien. Alors, il y a, je dirais, un thème essentiel. Tema, eu diria, essencial, que la question de l'identité évite en général. Que a questão da identidade em geral evita. C'est la question de ce que c'est que l'identité pour une femme. É a questão do que é a identidade para uma mulher. Y a-t-il en effet une identité qui lui assurerait son identité de femme? Será que é uma identidade que lhe garantiria sua identidade de mulher? Parce que on ne peut pas oublier que avec cette loi anthropologique de l'échange des femmes, e a gente não pode esquecer que com essa lei antropológica das trocas de mulher, une femme est toujours destinée à être migrante et étrangère. Uma mulher é sempre destinada a ser uma imigrante e uma estrangeira. Alors, comment se débrouille-t-elle? Então, como é que ela se vira com isso? Eh bien... Là, vous avez beaucoup de cœur, monsieur. Oh, tant mieux. Eh bien, elle se débrouille, premièrement, en se mettant au service du maître. Então, como é que ela se vira? Primeiro, ela se põe a serviço do mestre. Et en particulier pour avoir des enfants. Em particular, para ter filhos. Et donc au service, pardonnez-moi la crudité du mot, mais au service de sa virilité. Então, e ao serviço, me desculpem, é cru que eu vou dizer, mas ao serviço da virilidade do mestre. Mais elle n'oublie jamais sa culpabilité. Mas ela nunca esquece a culpabilidade dela de ne pas avoir pu favoriser la virilité de sa propre lignée, de son père. De não ter sido capaz de favorizar a virilidade da própria linhagem, do pai. Ce qui fait que
une femme ne va avoir le choix qu'entre deux positions. O que quer dizer que uma mulher só vai ter escolha entre duas posições. Ou bien elle occupe cette place essentielle que nous devons, dont l'individualisation est due à Lacan, Ou bem ela ocupa esse lugar essencial que quem individualizou foi o Lacan, c'est-à-dire la place de l'autre ou seja, o lugar do outro, avec un grand A. grande A. Il n'y a que Lacan pour avoir reconnu une place qui à la fois n'est pas celle du même et qui n'est pas celle de l'étranger. Foi só o Lacan que foi capaz de encontrar um lugar que não é nem o lugar do mesmo, nem, no entanto, não é o lugar do estrangeiro. Une femme, ça n'est pas la même qu'un homme, Uma mulher não é a mesma que um homem, et ça n'est pas non plus son étrangère. mas ela não é, no entanto, ela não é sua estrangeira. Et pourtant, elle vient d'un autre père. E, no entanto, ela vem de um outro pai, o pai dela. C'est ça le statut de l'autre. É esse o estatuto do outro. Et c'est un statut essentiel à reconnaître. E é um estatuto essencial para ser reconhecido. Parce que il n'est pas rare, Porque si não on é est raro, un peu clinicien, vamos ser um pouco clínicos, de constater qu'une femme va éventuellement consentir à être l'autre d'un homme, a constatar que uma mulher vai eventualmente consentir em ser o outro de um homem, c'est-à-dire à lui donner des enfants, a outra de um homem, ou seja, dar filhos a ele, et une fois que le cycle est terminé, e uma vez que o ciclo acabou, revenir à son identité originelle, c'est-à-dire la fidélité à son propre père, ela volta para a sua identidade original, ou seja, a fidelidade com relação ao próprio pai, et devenir à ce moment-là, à l'égard de cet homme, non plus une autre, mais une étrangère. e se tornar, com relação a esse homem, não mais uma outra, mas uma estrangeira. Évidemment que cette dualité entre être autre ou être étrangère É evidente que essa dualidade entre ser outra e ser estrangeira peut être présente durant toute la vie, pode estar presente a vida inteira, en particulier à propos de la question de savoir quelle sera la lignée des enfants. em particular, a propósito de saber de que linhagem vão ser os filhos. Est-ce qu'ils vont s'inscrire dans la lignée paternelle ou dans la lignée maternelle? Será que eles vão se inscrever na linhagem materna ou paterna? Je ne vous fais toutes ces remarques que pour vous montrer deux choses. Eu só estou fazendo todos esses reparos para fazer notar duas coisas a vocês. Que d'abord, au point de vue politique, nous sommes entièrement les dupes de la question de l'identité. E que, primeiro, do ponto de vista político, nós somos os bobocas. Eu não sei como é que foi traduzido dupe em português, gente. Se alguém pode botar, os bobocas dessa identidade. Se alguém sabe a tradução oficial de dupe em francês, em português me põe, tá? On n'existe pas en portugais, on n'est pas dupe en portugais. Oui, non, on est dupe, mais j'essaie de voir quel est le mot qui a été traduit, utilisé. Aqueles que foram engodados pelo outro, a tradução da Beth Milan era engodo, mas bom. Autrement dit, on est les victimes d'une aliénation. Oui, e propôs tolos. Eu acho melhor do que engodados. Ou seja, somos vítimas de uma alienação qui, dans la vie publique, mais aussi bien dans la vie privée,
que na vida pública, mas também na vida particular, nous rend parfaitement stupides, nos torna absolutamente estúpidas, puisque c'est à cause d'un trait qui appartient à l'humanité já que é por causa de traço que pertence à humanidade que nous allons nous faire la guerre entre groupes nationaux, é que é por isso que vamos nos fazer a guerra entre grupos nacionais ou entre hommes et femmes, ou entre homens e mulheres, parce que nous n'avons toujours pas su comprendre de quelle façon fonctionne pour chacun de nous la question de l'identité. porque não soubemos compreender, entender como funciona para cada de nós a questão da identidade. Il paraît que nous sommes des gens de progrès. Disse que somos pessoas de progresso, progressistas. Les questions que nous abordons aujourd'hui se posaient déjà il y a 2500 ans. As questões que a gente está abordando hoje já se colocavam há 2.500 anos atrás. À propos de la guerre entre Athènes et Sparte. A propósito da guerra entre Atenas e Esparta. Du conflit entre une cité démocratique, c'est-à-dire politique avant d'être nationale, politique. O conflito entre uma cidade democrática, quer dizer, política antes de ser uma cidade nacional, et Sparte, qui était une cité nationale et parfaitement égalitaire. E Esparta, que era uma cidade nacional e perfeitamente igualitária. Nous n'avons fait aucun progrès à ce sujet depuis 2500 ans. Não fizemos progresso nenhum a esse respeito nos últimos 2.500 anos. Alors, si ce propos d'aujourd'hui peut donner envie de s'attaquer de nouveau à ce problème, então, se a discussão de hoje nos permite, nos der vontade de nos atacar de novo a esse problema, je crois qu'on peut voir que les apports de Freud et de Lacan a gente pode pensar que o Freud e o Lacan trouxe permettent effectivement de totalement le renouveler. Permite de renovar completamente essa questão. Merci. Je crois qu'on est presque au bout du temps, Marie-Christine. Non, il reste 10 minutes. C'est pas vrai. Alors, est-ce que vous-même, qu'est-ce que vous auriez envie de proposer à ce sujet? J'aimerais qu'on comprenne pourquoi au Brésil actuellement, l'Indien et le Noir sont à ce point l'objet des attaques de ceux qui ont été élus pour gouverner. Ele me perguntou, eu disse, olha, eu queria entender por que os índios e os negros são a esse ponto o objeto dos ataques daqueles que foram eleitos para nos governar. La réponse est classique. Je veux dire, quel est le moyen? A resposta é clássica. Qual é o meio? De donner à tous les pauvres gens, mais qui ont la même couleur. É como dar para todos os coitadinhos, mas que são da mesma cor, l'idée qu'ils forment une classe supérieure. A ideia de que eles fazem parte de uma classe superior. Ce qui permettra encore mieux de les exploiter. O que, aliás, permite depois, melhor ainda, de explorá-los. La situation est évidemment exactement la même aux États-Unis. A situação, aliás, é exatamente a mesma nos Estados Unidos. Où je pense que l'assassinat, le meurtre de Noirs par la police américaine eu penso que o assassinato de negros pela polícia americana va favoriser la réélection de Trump. Vai favorecer a reeleição do Trump. Parce que la majorité du peuple américain porque a maioria do povo americano
est d'accord pour penser que ce sont eux, ces pauvres gens, qui constituent les maîtres dans ce pays. Eles estão de acordo para pensar que eles, esses coitadinhos, são eles os mestres no país. Donc, on va dire que le racisme Então, nós vamos dizer que o racismo est la friandise frelatée que les maîtres cultivent, donnent, distribuent à leur peuple. é o docinho envenenado que os mestres distribuem para o povo. Posez-vous cette question. Je ne sais pour quelle raison Hitler avait-il besoin de développer le racisme dans son peuple? Vamos fazer essa pergunta, gente. Por que o Hitler precisava desenvolver o racismo no povo dele? Eh bien, c'était le moyen commode et qui ne coûtait aucun argent, qui ne coûtait rien au budget de l'État. Era um meio cômodo, não custava um tostão, dinheiro nenhum para o Estado. D'accorder à chaque citoyen un privilège exceptionnel. De ofertar a cada cidadão um privilégio excepcional. C'est-à-dire celui d'être un maître. Ou seja, o de ser mestre. Alors qu'il allait simplement être le pauvre troufion. Quando, na verdade, ele simplesmente ia ser o pobre soldadinho qu'on allait envoyer au front. Que ia ser mandado no front. Donc, la question de l'identité a toujours servi, je dirais, au pouvoir. Então, a questão da identidade sempre serviu para o poder que está ocupando o espaço. Pour distribuer à ses citoyens, para distribuir para os cidadãos do país dele une allocation exceptionnelle et qui ne lui coûte rien au pouvoir. Dinheiro excepcional, dinheiro metafórico excepcional e que não custa nada para ele que está no poder. Voilà ce que je pourrais. Eis o que eu poderia. Ce que je pourrais raconter à ce sujet. Lorsque vous n'avez pas lu Mein Kampf. Vocês não leram Mein Kampf, o livro do Hitler? Quand vous lisez Mein Kampf, vous apercevez que quando vocês leem o Mein Kampf, vocês se dão conta que la dénonciation des Juifs, que a maneira como os judeus são denunciados, apparaît d'un seul coup, aparece assim do nada, et sans aucune justification, e não tem nenhuma explicação. Simplement, le juif est celui que j'ai à exclure de la société. O judeu simplesmente é aquele que eu preciso excluir da sociedade. Ce qui fait de moi le représentant unique, évidemment, et assuré et exceptionnel de cette société. O que faz de mim o representante único, assegurado e excepcional dessa sociedade. Ça va comme ça? Tá bom assim? Vous avez une autre question s'il y a encore quelques minutes. Será que ainda temos alguns minutinhos? Podíamos levantar uma outra questão. Il y a des gens qui parlent de l'éducation au Brésil. Il faut effacer, disent-ils, ceux qui étaient déjà là à propos des indigènes et ceux qui sont venus comme marchandises et pour l'enrichissement garanti les nègres. Je vous lis un peu ce qui se dit. Que ça a été ça un des problèmes du Brésil. Oui, mais remarquez que dans les pays d'Amérique latine où les indigènes ont été exterminés. Nos países da América Latina em que os indígenas foram exterminados,
on ne peut pas dire que le racisme est disparu. Não pode-se dizer que o racismo nem por isso desapareceu, né? C'est-à-dire que le racisme est une virtualité qu'on peut toujours exploiter. O racismo é produto que a gente pode estar sempre aproveitando, explorando. Hein? Et entièrement fondé sur cette, je dirais, refus de distinguer l'autre et l'étranger. Ele vem fundado na recusa de fazer a diferença entre o outro e o estrangeiro. Là, on commence à approcher du temps, on a peut-être 2-3 minutes encore. Alors, dites quelque chose de bien, Marie-Christine. Bom, eu queria agradecer muito o meu irmão por nos obrigar a pensar, talvez a reler Mein Kampf e reler Psicologia das Massas. Eu acho que são 2 textos que têm que ser lidos quase que em espelho, para nós tentarmos evitar o pior, tentarmos evitar o que chamamos aqui na Europa les années brunes. Je disais donc que je voulais vous remercier, que peut-être ce serait pas mal qu'on relise Mein Kampf en même temps qu'on relit Ma saine psychologie, pour essayer d'éviter ce qui s'est passé dans ce qu'en France on appelle les années brunes. Oui. Parce que ça serait quand même pas très rigolo que ça revienne. Ben oui, c'est pas une jolie couleur. O meu irmão diz que a cor marrom, que a gente chama isso de castanho, de marrom, não é uma cor bonita, né? Então, eu acho que eu vou tentar passar para o meu irmão todos os reparos que foram feitos e as pessoas que interviram, e eu agradeço muito a todos pela presença aqui nessa live. E até breve.